F1 classique, aujourd'hui on vous parle de Jack Brabham, autre triple champion du monde légendaire. Oui, dans la série des triples champions du monde. Jack Brabham, c'est le premier triple champion du monde. Bien sûr, il y a eu Fangio avant lui, parce que Bien Fangio sûr. est un quintuple champion du monde, mais c'est le premier triple champion du monde. C'est le premier pilote qui vient des antipodes aussi. À l'époque, dans les années 50, c'est le premier d'une belle cordée, parce qu'on a quelques-uns qui suivent, plutôt des Néo-Zélandais que des Australiens, mais c'est quand même pas mal. Et c'est aussi le premier pilote constructeur. C'est aussi une mode des années 60, où les pilotes deviennent eux-mêmes finalement patrons d'écurie et même constructeurs. Oui, il faut se rendre à l'évidence, dans les années 50, c'était quand même pas banal de partir de son Australie natale et de se retrouver en Angleterre sous la pluie et de faire carrière. Et lui, il a été le premier de cordée, comme tu le rappelles si bien. C'est que après il y a eu Bruce McLaren, Denny Hulme, enfin tous les gens, Chris Amon, Chris Amon, Alan Jones plus tard. voilà, champion du monde en 80 aussi. Et donc, c'est vraiment un précurseur et il a fait, donc pas seulement qu'il est devenu champion du monde et 3 fois, mais il a fait gagner sa propre écurie et sa propre marque. Donc Brabham, champion du monde sur Brabham, c'est unique dans l'histoire de la Absolument, course automobile. absolument, c'est unique. Il faut se dire aussi que à l'époque, Brabham arrive en Angleterre dans la deuxième moitié des années 50, et tout de suite il va chez Cooper, où il est pris sous l'aile de protectrice de John Cooper et de son fils Charles. Et c'est chez Cooper qu'il fait sa carrière, en tout cas son début de carrière. Cooper qui impose en Formule 1 le concept des voitures à moteur arrière. À l'époque, Cooper est constructeur de Formule Junior, de petites monoplaces artisanales, mais déjà à une échelle semi-industrielle, parce qu'il vend des voitures et il en vend beaucoup en Formule 3, en Formule Junior. Et Brabham est vraiment, comment dirais-je, éduqué dans cet environnement-là. Et imposer le moteur arrière, c'est une première, 59, 60, 2 titres consécutifs. Oui, il a été très très bien éduqué. Bon, Brabham était un grand talent, mais c'était pas Clark, c'était pas Senna, c'était un besogneux, c'était un dur à cuire comme sont les Australiens. Et alors, il avait la réputation d'être vraiment très dur sur la piste, Pas facile à et dépasser. pas facile à dépasser. Tout le monde raconte que quand on essayait de le dépasser, alors il louvoyait, il envoyait des graviers. Il empruntait les bas-côtés. Les bas-côtés, les Pour graviers envoyer des petits. Voilà. voilà, dans le casque qui était ouvert à l'époque de celui qui voulait dépasser. Enfin, c'était un dur à cuire, mais c'était un grand monsieur, évidemment. Et donc, remporter deux championnats du monde consécutifs avec cette coupe à moteur arrière, c'est une révolution sur le plan technique, on ne se rend pas compte. Mais effectivement, ces petites voitures à moteur arrière par rapport aux gros mastodontes à moteur avant, il y a des images comme ça qui sont frappantes, de 59 ou 60, où les deux formules cohabitent encore, mais où les petites coupes sont beaucoup plus agiles et beaucoup plus efficaces que les Formule 1 à moteur avant. Et 2 années de suite, il est champion du monde, sans doute parce qu'il a la voiture, le meilleur package. Son équipier, c'est Bruce McLaren, qui est très jeune et qui arrive à peine, mais qui remporte quand même déjà une victoire. C'est sûr. Oui. Sebring en 59, si je ne me trompe pas, à l'âge de 22 ans, vraiment en débarquant en Europe. Et puis Brabham décide, début des années 60, après avoir... Il y a un petit détail qu'on oublie parfois dans l'histoire, c'est qu'il a aussi imposé le moteur arrière, ou en tout cas, pas imposé, mais il a été le premier à courir avec une voiture à moteur arrière à Indianapolis. Ah oui, aussi. Parce que la Cooper, comme la Cooper avait gagné en Formule 1 et que les grands prix de Sebring ou de Riverside en 59 ou en 60, les Américains découvrent un peu la F1 chez eux et il emmène une Cooper courir à Indy en 61, 62 et il ouvre la voie effectivement à Lotus et à d'autres constructeurs anglais pour imposer le moteur arrière à Indianapolis. Et puis il devient constructeur Voilà. avec son grand ami Ron Toronac. Voilà l'ingénieur australien qui le suit, Ron Toronac. Et puis en 66, il devient champion du monde sur sa propre voiture. Et en 67, Denny Hulme devient champion du monde également sur une Brabham. Son équipier. Et donc... là aussi, excuse-moi, Brabham anticipe et le changement de règlement. On parle de la coupe à moteur arrière. Au début des années 60, il décide donc de se lancer dans sa propre aventure Brabham, mais vraiment très marqué par l'histoire de Cooper. Et il gagne sa vie en vendant des Formule 3 et des Formule 2. Ouais. Et ils sont assez dominateurs en Formule 2 parce qu'ils ont un deal avec Honda et qu'ils ont le bon moteur. Et quand la réglementation F1 passe au moteur 3 litres en 1966,
Brabham, il a cette connaissance mécanique. Hein, c'est pas un ingénieur, mais c'est un vrai pilote, un laborieux, comme tu dis, mais dans le bon sens du terme, quelqu'un qui s'implique dans la construction des voitures, avec son ami ingénieur Ron Toranak, et il cherche un moteur qui puisse correspondre à cette réglementation 3 litres en F1, et il le trouve en Australie, évidemment. C'est un moteur Oldsmobile, c'est quand même très improbable, un V8 3 litres qu'il rebaptise Repco parce que c'était le nom de la société qui fabriquait ces moteurs en Australie. Hein, et ils surprennent tout le monde. Parce qu'ils arrivent avec ce moteur-là, personne n'est prêt sauf eux. C'est comme ça qu'ils sont champions du monde. Oui, mais c'est un peu son image de marque, son trait de marque, c'est qu'il est fort, il est visionnaire, il est travailleur, il est un excellent metteur au point, c'est un très bon pilote aussi, et donc ça lui rapporte des fruits. Et puis, rappelons-nous aussi que Jackie Hicks a été vice-champion du monde en 69 sur une Brabham également, et que Jack Brabham a un grand âge, je crois qu'il avait déjà 43, déjà 40 ans, 43 ans, 44, en 70, continue à gagner des grands prix, devait gagner le Grand Prix de Monaco, par exemple, en 70 encore, alors que sur sa propre voiture, alors qu'il a quand même déjà un certain âge, et donc il a été compétitif jusqu'au bout. Il le perd dans le dernier virage, le Grand Prix de Monaco 70, avec Hockenheim qui le pousse à la faute et Jack Brabham qui sort de la route dans les ballots de paille au gazomètre. C'est une image connue. Mais il gagne encore cette année-là, effectivement, le Grand Prix d'Afrique du Sud, par exemple, avec la Brabham BT33. Et il devait gagner le Grand Prix d'Angleterre également. C'est vrai. Alors, il casse alors qu'il a course gagnée, donc c'est vraiment un type incroyable qui est champion du monde en 59 et en 70 c'est encore super compétitif. Il abandonne sur panne d'essence en 70 voilà, avec la Brabham à Brandsatch. Et il semblerait que c'est parce qu'un mécanicien avait laissé le réglage de richesse du moteur trop élevé entre les essais et la course. Il avait oublié de régler le moteur pour la course. Le nom de ce mécanicien, je vous le donne en mille, mon cher Ron Dennis. Ron Dennis lui-même, qui a débuté comme mécanicien chez Cooper et puis chez Brabham avec Jochen Rindt et puis Jackie Hicks. Enfin voilà, c'est une époque aussi où voilà, il y a une formation, il y a une école de la vie, une école de la course, une formation sur le tas de gens qui sont autodidactes comme Ron Dennis, quelle réussite exceptionnelle. Brabham, il ne faut pas oublier non plus l'héritage de l'écurie Brabham, qui persévère ensuite avec sous la houlette de Ron Toranak dans un premier temps, mais surtout de Bernie Ecclestone. C'est quand même Brabham qui permet à Ecclestone de devenir propriétaire d'une écurie de Formule 1 et quelque part de faire un peu main basse sur la F1, en tout cas de fédérer les patrons d'écurie dans les années 70. C'est sous la houlette Brabham. Et Bernie fait encore gagner les Brabham en championnat du monde. On en reparlera en faisant le portrait de Nelson Piquet. Bah oui, c'est génial parce que ce nom Brabham se couvre encore une fois de gloire aux mains de Bernie Ecclestone et de Nelson Piquet qui remporte 2 titres, je crois, au volant de Brabham. Niki Lauda aussi a couru sur Brabham. Voilà, et donc c'est un nom qui est extraordinaire, les gens de la course automobile. Resté dans la course. Et puis c'est aussi une dynastie, pour conclure, c'est que Jack Brabham a 3 fils, tous les 3 deviennent pilotes. Geoff, d'abord, l'aîné, qui fait une très belle carrière aux États-Unis, en Can-Am et en IndyCar et en IMSA. En IMSA, gagne plein de titres. Beaucoup de titres. Et puis David et Gary Brabham, tous les deux vont courir en F1. David Brabham va même courir sur une Brabham pendant 1 an ou 2, même si c'est à la fin, malheureusement, de l'aventure. Gary, son jeune fils, court dans F1 de façon anecdotique, mais enfin, ils ont tous les 3 fait carrière. Et figure-toi, mon cher Ziv, que la génération suivante, le fils de Geoff Brabham, est champion des États-Unis de Formule Ford 2000 et qu'on va entendre encore parler ça promet. De ce nom de famille au XXIe siècle, ce qui est plutôt sympa. Génial. Voilà pour l'histoire de Old Jack, comme on l'appelait, puisque c'était un pilote qui est arrivé en F1 déjà sur le tard. Black Jack aussi, pour ceux qui le trouvaient justement un peu, son caractère un peu sombre, un peu... Mais il a marqué son époque. Ardu, absolument. Ouais. Absolument. Chapeau donc à Sir Jack, qui est toujours en vie, bon pied, bon oeil, même si l'oreille a un petit peu de mal à suivre. Je me souviens avoir pris une navette à Melbourne il y a quelques années avec Sir Jack et son épouse. Et c'est l'épouse qui faisait en quelque sorte l'interprète parce que lui, il n'entendait plus rien. Et pour cause, il avait, je pense, oublié à l'époque de protéger ses tympans à l'époque où on courait. Le Repco, le Cosworth, enfin tant d'années. Où on courait le casque au vent. Voilà pour Sir Jack Brabham. La suite, ce sera la semaine prochaine sur F1i TV dans notre section classique avec un autre triple champion du monde.